Salut Benjamin, Bonjour Anthony. je te remercie d'avoir accepté de participer pour parler d'un sujet qui est la résistance aux antibiotiques. Depuis 1990, la mortalité à cause de la résistance aux antibiotiques, elle a bondi de 80% environ. Et il y a certaines estimations pour 2050 qui parlent d'une mortalité dans le monde à 2 millions de personnes. Donc c'est pas un petit sujet. Tu es chef de service d'infectiologie à l'hôpital de Garches. Tu es un habitué des médias et je te remercie de nous apporter aujourd'hui ton expertise sur ce sujet. Écoute, je t'en prie, c'est avec grand plaisir que je réponds à tes questions. Si on revient au début, dans les années 1920, il y a Alexandre Fleming qui découvre la pénicilline. À quel point ça a été révolutionnaire pour la médecine à l'époque? Alors tu as raison, en fait, c'est même 1928 si ma mémoire est bonne et donc on va arriver sur le siècle, à fêter cette bougie et d'ailleurs quand on parle avec les grands experts, souvent on oublie, que ça va bientôt faire un siècle et que pour dire qu'il y a événement à date finalement, si on prend le corollaire ou le pied de nez de cette histoire-là, c'est qu'on se dit qu'on aura tenu un siècle, probablement et on sera amené à le développer, si on pouvait résoudre l'antibiorésistance d'un coup de baguette magique, d'abord ça se saurait. À l'inverse, je crois beaucoup, qu'une des solutions, c'est peut-être au-delà de ce qu'on va appeler le bon usage, la prévention et cetera, c'est penser l'antibiorésistance différemment, c'est-à-dire penser à des alternatives aux antibiotiques et je pense que c'est peut-être ça le travail qu'on aura à faire dans les années qui viennent. Peut-être même que l'IA pourra nous aider sur cette piste-là, mais je pense que si Fleming nous voyait, finalement, il se dirait, tu sais, c'est la sérendipité, c'est la découverte grâce au hasard. Il travaille avec un de ses collègues, lui, il était sur le lysosome, mais il a découvert l'inhibition du staphylocoque par ce champignon Penicillium notatum. Bien peut-être que la sérendipité fait qu'on va trouver, la clé de voûte de l'antivirusistance grâce à l'IA, je ne sais pas. À partir de quand l'humanité elle a été confrontée à l'antibiorésistance? On s'aperçoit que la résistance antibiotique, même à la pénicilline, elle existait avant même l'utilisation, courante de la pénicilline. C'est-à-dire, il faut rappeler les antibiotiques sont des micro-organismes vivants, c'est du vivant contre le vivant. Finalement, c'est presque, poison et antidote. C'est antibiotique contre le biotique et donc la bactérie. Donc, sans vouloir se rassurer en se disant finalement la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène naturel. D'ailleurs, tu le sais comme moi, il y a ce qu'on appelle les résistances naturelles et les résistances acquises. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde cette échelle du temps, il y a des illustrations bien faites. Il y a même Santé publique France qui a fait cette échelle du temps qui va jusqu'à 2050 pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, où on estime qu'il y aura, sur les scénarios très défavorables, un mort de l'antiparésistance toutes les 3 secondes. Évidemment, il faut tout faire que d'ici 2050, cette courbe s'infléchisse et clairement, je pense que, le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'on se retrouve avec cette accélération dans le temps de la résistance. Ça veut dire que plutôt que faire des assemblages, il faut qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on fait pour garder, ce bien précieux à notre portée. Finalement, c'est d'ailleurs ce que j'enseigne souvent aux étudiants, il faut se rappeler que la première utilisation, j'allais dire à large échelle, mais en vraie vie, des antibiotiques, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, lorsqu'il n'y avait pas, d'utilisation et encore moins de résistance, les antibiotiques ça soignait tout. De la chaude-pisse pour être vulgaire, c'est à l'angine, à l'infection cutanée à staphylocoque et donc la première utilisation de gamme nu, ça a été, chez les GI américains où dans leur trousse de secours, on a tous cette idée là du GI avec la petite trousse avec le petit logo américain. Eh bien, ils avaient une boîte de pénicilline en se disant: «Bon, on va leur donner des antibiotiques parce que c'est un peu à la mode» et en fait, ce qui a transformé l'utilisation de la pénicilline, c'est, le fait qu'on a divisé par plus de 2 le nombre d'amputations chez des blessés de guerre qui, par les blessures par balle, bien, en fait, se retrouvaient avec des fractures communitives et des infections du site qui entraînaient la gangrène. Ce qu'on peut faire, c'est mieux les utiliser, réfléchir encore une fois à améliorer nos capacités à créer des alternatives aux antibiotiques et finalement, heu, mettre un coup d'accélérateur très fort sur le diagnostic en général et quand on parle de diagnostic, finalement, on pense au diagnostic microbiologique des infections bactériennes en disant: «Bah, je diagnostique plus vite, je diagnostique mieux, donc en fait, je prescris mieux». C'est vrai, mais j'ai envie de prendre le truc à contre-pied. Si on diagnostique mieux les maladies qui n'ont pas besoin d'antibiotiques, c'est-à-dire essentiellement des maladies virales, eh bien, probablement qu'on se retrouvera dans une situation d'épargne des antibiotiques. On a aussi, d'une façon générale, un grand besoin d'améliorer le diagnostic des maladies infectieuses. Ce serait bien aussi pour le grand public qui écoute de définir l'antibiorésistance en quelques phrases. Alors, tu as raison, sans dire que c'est un exercice difficile. Je pense que dans l'antibiorésistance, c'est résistance aux antibiotiques. Ça, c'est la définition stricto sensu. C'est un acronyme.
Sans vouloir aller dans des digressions, c'est vrai que ce terme-là, il est toujours discuté. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle internationale, on parle souvent, de la résistance aux antimicrobiens. Donc c'est tous les agents anti-infectieux pour faire simple, c'est-à-dire, les antibiotiques, donc les traitements contre, les bactéries. C'est aussi les traitements contre les champignons, les traitements contre les parasites, les traitements contre les antiviraux et c'est vrai que sans dire qu'en Europe on s'en limite et en France, lorsqu'on parle de résistance, c'est par définition la résistance de ces antibiotiques et donc c'est, la problématique, c'est quoi? C'est de se retrouver avec des médicaments qui visent à tuer des bactéries et les bactéries, à la différence des parasites, sont des comme on l'a dit, sont des organismes qui peuvent vivre à leur propre compte, y compris même dans l'environnement et qui vont, sans dire de façon exceptionnelle, parce qu'on a des bonnes et des mauvaises bactéries, mais dans la situation dont on parle, puisqu'on va mettre des antibiotiques, c'est que c'est pathogène, vont créer une infection chez l'être humain ou chez l'animal d'ailleurs. Il y a une vraie question, je pense qu'on l'abordera de cette histoire, c'est la question du One Health, une seule santé, l'être humain, l'environnement, le monde animal et donc comment est-ce qu'on fait pour que, tous on coexiste dans le meilleur des mondes? Peut-être ça d'ailleurs qu'on n'avait pas anticipé à l'époque de la découverte de la pénicilline par Fleming et donc l'antibiorésistance, c'est résister à ces traitements qui soignent tous les jours des milliers de personnes dans le monde, causées par des infections bactériennes, par définition pathogènes. Et est-ce qu'on a une idée du niveau d'antibiorésistance en France par rapport au monde? Alors d'une façon générale, l'antibiorésistance suit un gradient qui est celle de la richesse et de la pauvreté. Donc plus les pays sont riches, c'est valable d'ailleurs dans beaucoup de choses, je pense, y compris même en néphrologie, plus les pays sont riches, plus ils peuvent se payer à la fois les médicaments. Si on regarde à l'échelle, macro, en Europe, ce qui est certain, c'est que la France n'est pas un bon élève et donc si on reprend les derniers chiffres, c'est-à-dire les chiffres de l'année passée, 2024, la France a été classée, mi-novembre, comme étant le deuxième plus grand consommateur d'antibiotiques d'Europe. Alors quand on dit ça, deuxième sur les 30 pays des États membres, c'est vrai que souvent quand on l'entend, et même moi je me suis fait la remarque, quand on l'entend à la radio, la France est deuxième. On a l'impression que la France est deuxième parmi les meilleurs. En réalité, c'est compliqué parce que mesurer la consommation antibiotique chez les êtres humains, d'abord, ça veut dire on considère que tout ce qu'on consomme est entre guillemets mal utilisé ou plus ou moins mal utilisé. Et je pense que c'est une vision assez binaire de la consommation qui n'est pas forcément juste. La deuxième chose, on s'aperçoit qu'il y a d'autres indicateurs qui sont la part qu'on alloue à cette consommation d'antibiotiques, en fonction des différentes classes d'antibiotiques. Et donc tous les antibiotiques ne sont pas égaux entre eux. D'abord, de façon simple, pour ceux qui nous écoutent, on imagine volontiers que lorsqu'on va chez son médecin traitant pour se faire soigner une origine bactérienne, on va avoir des antibiotiques par voie orale, souvent c'est ce qui est recommandé de la pénicilline et que c'est pas la même chose si on est à l'hôpital, qu'on fait une infection grave, un choc septique et qu'on a des perfusions d'antibiotiques dits large spectre. Si on prend l'exemple de la France, qui est deuxième plus gros consommateur, en fait, la France a atteint les objectifs fixés par l'Europe, qui est au moins 65% de sa consommation d'antibiotiques avec des antibiotiques à spectre étroit, c'est-à-dire peu sélectionnant de la résistance aux antibiotiques. On est même dans le top 5 des pays d'Europe en respectant ces règles, finalement, de bonne consommation. Et donc, c'est très, très compliqué, finalement, de raisonner sur cette histoire de classement. Ce qui est sûr, c'est que si on va plus loin et sans rentrer dans des chiffres complexes, c'est que sur d'autres indicateurs, des indicateurs assez durs, comme l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas d'infection à germes résistants aux antibiotiques, notamment Escherichia coli, BLSE pour le citer, on est à nos objectifs fixés pour 2030. Donc il y a toute une complexité de cette interprétation de ces chiffres qui d'un côté dit qu'on n'est pas les meilleurs élèves et de l'autre qui montre qu'on a atteint des objectifs à moyen terme qui sont 2030. Si on dézoome au-delà de l'Europe, alors d'abord en Europe, les meilleurs sont schématiquement les pays du Nord, les pays nordiques, et particulièrement les Pays-Bas qui sont de très bons élèves. Et à l'inverse, ce qu'on sait, c'est que des pays comme classiquement l'Asie, l'Inde, sont très impactés par le réseau des eaux usées, par la façon dont ils vont filtrer, dont ils vont travailler, par l'antibiorésistance. Et ce qu'on sait, nous, en tant qu'infectiologues, c'est que des gens qui vont voyager à l'étranger, notamment en dehors de l'Europe, sont très à risque, jusqu'à 10 fois plus, de revenir avec une bactérie résistante aux antibiotiques que si on voyage tout simplement en Europe. Et donc, rien que ça illustre, non pas l'inverse de ce que j'expliquais, mais le fait que même si on dit les bactéries, il n'y a pas de frontières, c'est d'ailleurs une phrase, rappelle-toi, qu'on a beaucoup entendue pour le Covid, eh bien, dans les faits, il y a chaque pays qui a sa prévalence, c'est-à-dire son nombre de cas chaque année liés à l'antibiorésistance, qui n'est pas le même. Et
on a du mal à comprendre finalement tellement tous ces tenants et aboutissants, dont les habitudes de vie, l'environnement. Et donc, il y a un vrai travail, encore une fois, pour mieux comprendre les interactions entre les personnes, entre les densités de population, peut-être tout simplement, entre le monde animal, le règne animal, entre l'environnement, entre ce qu'on mange. La meilleure porte d'entrée sur le tube digestif, bah, c'est ce qu'on mange, c'est factuel. Et pour clarifier mon propos, on l'a pas dit tout à l'heure quand tu m'as demandé de la définition d'antibiorésistance, mais aujourd'hui, celle qui nous pose le plus de problèmes, c'est la résistance des entérobactéries, c'est-à-dire des bactéries portées par notre tube digestif. Et aujourd'hui, on est moins dans une problématique de celle du staphylocoque doré. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement du gel hydroalcoolique, on a fait effondrer dans le monde entier, et la France y compris, la circulation de cet agent infectieux tout simplement en se lavant les mains. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les entérobactéries, ça suffit pas. Mais on voit bien qu'on a un combat finalement qui s'est rétréci, mais des enjeux qui sont d'autant plus grands, et on a l'impression qu'on court après quelque chose qui n'est pas une chimère, mais qui aujourd'hui à chaque fois fait reculer le calendrier. Si je dois résumer, en France, globalement, on consomme beaucoup d'antibiotiques, mais on consomme plutôt bien, ou en tout cas, Ouais, on respecte la plupart du temps tout à fait. le spectre en mettant des antibiotiques pas trop puissants. Et on va y venir, il y a des liens entre voyage et acquisition de BMR. Ce sera une de mes questions. Quel rôle joue l'usage inapproprié d'antibiotiques lorsqu'on n'en a pas besoin, ou d'antibiotiques trop puissants lorsqu'un petit antibiotique, entre guillemets, pourrait suffire? Bah, c'est finalement, je pense, la bonne question à se poser, c'est tout à fait le corollaire de ce que tu viens de résumer. C'est-à-dire, en réalité, heu, on est tous acteurs de cette antibiorésistance. Au-delà même des professionnels de santé, si moi j'enlève ma blouse, bah, demain je suis citoyen, j'ai le droit aussi d'être malade. Et donc on peut être dans des situations, sans être caricatural, où finalement, bah, on va se retrouver malade, on peut même avoir de la fièvre et on va se poser la question: antibiotiques or not? Et ces situations évidemment, d'antibiotiques inappropriés, on se dit: «Bah, l'antibiorésistance à mon échelle, bah, qu'est-ce que je suis pas concerné par l'antibiorésistance». Sauf qu'en fait, ces situations, elles vont se répéter, et que, bien, en fait, on est tous un peu liés entre nous, puisque ça exerce une pression de sélection, comme on l'expliquait, dans l'environnement. On va tuer un certain nombre de bactéries au sein de notre tube digestif. Donc on va faire des dommages collatéraux, et ces dommages collatéraux, d'abord, le principal symptôme pour, les gens qui prennent des antibiotiques, tout le monde a dû l'expérimenter, c'est avoir un peu mal au ventre. Avoir un peu, la diarrhée, le caca mou, pas très bien, un peu, voilà, on se dit: «Ouh, l'antibiotique, il est fort». Eh bien, ces dommages collatéraux, ils vont se témoigner bien sûr par des symptômes physiques, évidemment, mais aussi, on ne le voit pas à l'échelle, micro, par des modifications de notre flore digestive qui va devoir s'habituer, parce que, bah, en voulant tuer des mauvaises bactéries, on aura tué des braves soldats. Et donc une fois qu'on aura fait ça, eh bien, quand on va aller aux toilettes, quand on va aller faire caca, quand on va aller faire pipi, et notamment quand on va faire caca, eh bien, on va déféquer des bactéries, parce que le caca, c'est des millions de milliards de bactéries. Et donc, on va mettre dans les eaux usées, dans la communauté, et on comprend bien la différence d'ailleurs entre les différents pays et entre le système d'assainissement, on va mettre en lien avec l'environnement, eh bien, cette résistance aux antibiotiques d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non. Et donc, on comprend bien que d'une histoire parfois individuelle, en fait, bah, on est tous liés dans la collectivité et dans ces différents règnes qu'on a cités, les individus, l'environnement, le monde animal. C'est la même problématique pour tous. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est ce fameux bon usage. C'est probablement, on a changé de paradigme ces dernières années. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 2016, le BMJ titrait pardon, et traitait la thématique de la durée des traitements. Avec une affiche, on voyait des boîtes d'antibiotiques où il y avait écrit: «Surtout, il faut les finir». Il en restait deux trois dans les blisters. C'est très important pour lutter contre la résistance, il faut aller jusqu'au bout des traitements. Et maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est vrai que finalement la consommation, c'est le pied d'accélérateur. Un bon exemple, c'est pas que la vitesse qui va créer des accidents de la route, ou du moins, il va falloir que tu dépasses la vitesse autorisée. C'est une nuance, mais c'est une vraie nuance. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas que la consommation, mais la consommation, elle y contribue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer cette consommation, dans ce qu'on appelle le bon usage des antibiotiques? On va essayer d'utiliser des antibiotiques qui sélectionnent moins. Donc ça, globalement, il y a une liste, hein, ça existe. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a une liste des bonnes pratiques, des bons antibiotiques pour chacune des maladies, hein. Il y a même des recommandations récentes de la Haute Autorité de Santé en 2021. Aujourd'hui, le paradigme, c'est traiter à la bonne dose, finalement la plus forte dose autorisée, qui amène, entre guillemets, le moins d'effets indésirables et le plus d'effets bénéfiques, sans que la bactérie puisse, avec cette dose, arriver quelque part à muter. C'est ça aussi l'antibiorésistance, c'est une bactérie qui va muter.
et tout en gardant la durée de traitement la plus courte pour permettre, en quelque sorte, de contrebalancer cette dose. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 20 ans, on recommandait le traitement de l'infection urinaire compliquée. On disait 7 à 14 jours, on disait en moyenne 10 jours de traitement antibiotique. Aujourd'hui, on sait qu'on peut même faire 5 jours de traitement antibiotique dans ces infections lorsqu'elles ont le bon traitement. Et donc, on voit bien ce prisme, 10 versus 5, c'est divisé par 2. Il va falloir des années, des décennies, pour qu'on voit si ces mesures, avec tous les effets de tous les éléments qu'on a évoqués, apportent bien évidemment leurs fruits. Et donc, c'est un temps long, le temps de l'antibiorésistance. Et en même temps, on est extrêmement pressé. Et donc, c'est parfois extrêmement frustrant, car c'est peut-être plusieurs boutons qu'il faudra actionner pour arriver à avoir un résultat dans les 25 ans qui viennent. Là, tu as souligné un rôle très important du microbiote. Est-ce que on a une idée si finalement, pour les bactéries résistantes, c'est nous-mêmes qui les fabriquons à cause de notre exposition aux antibiotiques, ou c'est plutôt parce qu'on les a rencontrées dans l'environnement et donc on est devenu porteur? Alors, j'ai envie de te répondre, c'est les deux, mon général. Il y a même aussi la bizarrerie que je pense que si on prend une centaine de personnes et qu'on traite ces 100 personnes, on s'apercevra que, bah, il y en a qui seront, sans dire insensibles, mais qui vont être plus durs à la sélection de résistance aux antibiotiques lorsqu'ils sont exposés à certains antibiotiques que d'autres. Et sans ouvrir cette boîte de Pandore, bien évidemment, il y a cet aspect génétique et ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est les interactions avec ce microbiote. Et donc, il y a probablement beaucoup d'éléments entre ce qu'on va manger, l'exercice physique, évidemment les fameuses comorbidités, l'âge du patient, qui font qu'à même antibiotique, à même durée, on va pas être tous égaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu as ouvert une porte très intéressante parce qu'il y a plusieurs études. J'en citerai 2, dont une qui s'appelle l'étude voyageur, qui a été faite par l'équipe d'Antoine Andremont historiquement, qui était à Bichat. Ils ont regardé des gens donc de moyenne moins de 45 ans, des gens en bonne santé, qui voyageaient à l'étranger dans le monde entier. Et ils ont regardé ces gens-là qui, par définition, pour entrer dans l'étude, devaient avoir été dépistés comme n'étant pas porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques. Et on a suivi ces gens-là prospectivement, c'est-à-dire dans le temps, pour voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils revenaient de voyager à l'étranger. Et de façon incompressible, ce qu'on voyait, c'est que au moins 30% des gens avaient acquis la résistance aux antibiotiques parce qu'ils avaient voyagé. Et donc, au-delà du fait que ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, les bactéries n'ont pas de passeport, mais en fait, il y a quand même des prévalences différentes dans l'environnement. Ce qui ressortait également de la plupart des études, et il y en a d'autres qui datent oui, dans les années 2010 à peu près, fait par des Suédois. Tout à l'heure, on parlait des meilleurs consommateurs, on a dit les meilleurs sont les pays du Nord. Ils ont fait plusieurs travaux dans des centres de vaccination et des centres de voyageurs. Ils ont regardé les gens qui voyageaient partout ailleurs en Europe. C'est-à-dire, à partir du moment où on descend des pays scandinaves, c'est le Sud. Il y a un vrai gradient Nord-Sud. Et pareil, ils retrouvent ce lien lié au voyage très fort, avec à peu près les mêmes proportions. Et de façon intéressante, c'est que c'était pas indélébile. C'est-à-dire que plus on attendait dans l'échelle du temps, plus on s'éloignait de cette date du voyage, plus on se décolonisait, c'est-à-dire qu'on perdait ces gènes de résistance aux antibiotiques. Et schématiquement, après 3 mois, on descendait en dessous de la barre des 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, sans dire qu'on est tous acteurs et sans dire on n'a pas le droit de voyager, c'est pas du tout ça mon propos. C'est que finalement, c'est les éléments qu'on va rencontrer dans notre environnement, la façon dont on a, et ça c'est aussi un élément qui est démontré, si on prend des antibiotiques pendant le voyage, ça augmente ce risque. Si on voyage dans des conditions plus à la route, on va boire de l'eau non potable, ce genre de choses, bah évidemment, ça va plus nous exposer. Et notamment pourquoi? Parce que le fait d'avoir la diarrhée pendant le voyage, c'est un élément très très fort qui finalement est le corollaire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que son microbiote est défectueux. Et ça aussi, c'est très associé à la question de résistance aux antibiotiques. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans cette étude, et ces études, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même design de la résistance aux antibiotiques très hospitalière, où on imagine que c'est une maladie qui est confinée à l'hôpital. On voit bien que finalement, bah, rien qu'en voyageant, on peut revenir avec une bactérie résistante. Alors on va me dire, oui, mais finalement, quel est l'enjeu? Encore une fois, individuellement, probablement pas grand-chose. Mais à nouveau, le risque, c'est la dissémination à la communauté. Et sans se passer dans un scénario catastrophe, on imagine volontiers, pour l'instant c'est pas le cas, que si demain il y avait une pandémie et qu'elle était due à des bactéries, on serait bien plus en difficulté compte tenu de cette émergence de la résistance aux antibiotiques. Il y a un point qui m'étonne dans ce que tu dis. En tout cas, dans la communauté médicale, souvent, tu dois connaître ce slogan BMR un jour, BMR toujours, bactéries multirésistantes pour BMR. Mais d'après les études que tu cites, finalement, de ce que je comprends, tu peux perdre ces BMR. Alors, sans dire absolument, alors d'abord ce slogan il est tout à fait vrai.
C'est amusant parce qu'il est très emprunté au monde hospitalier, donc j'ai envie de dire qu'il est vrai dans ce prisme particulier qui est, et on l'a peut-être pas dit d'ailleurs en guise d'introduction, sans vouloir opposer 2 mondes, il y a 2 mondes qui s'opposent. C'est le monde de la communauté, c'est-à-dire la ville, et le monde de l'hôpital. On n'a pas non plus rappelé, 90 de la consommation antibiotique se fait en secteur de ville. Seulement 10, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit, se fait à l'hôpital. Alors à l'hôpital, c'est différent, puisqu'on estime que 4 patients sur 10 est soumis à une pression de sélection antibiotique. Et donc pour ces raisons-là, ce prisme de BMR un jour, BMR toujours, c'est-à-dire patient hospitalisé, porteur des résistance aux antibiotiques, avec des conditions particulières, des expositions répétées aux antibiotiques, avec des comorbidités qui font que souvent ils sont hospitalisés, dans cette idée-là, sans dire que c'est faux, l'inquiétude évidemment, c'est tous ces événements qu'on vient de citer qui jouent un rôle comme étant un starter, et un patient, bien sûr, peut se révéler négatif et plus tard à nouveau positif. On arrive aussi aux limites de seuil de détection. Maintenant, on a des nouveaux outils, des outils de métagénomique. C'est pas parce qu'on a acquis une résistance aux antibiotiques un jour que, dans l'exemple caricatural qu'on a pris à partir de gens sains, qui sont des gens qui sont très loin de l'hôpital, des hôpitaux, et qui voyagent, qu'on va garder ces signatures. Il faut imaginer que ces bactéries, elles s'échangent des gènes de résistance comme on viendrait s'échanger à la cour de récré des clés USB. Et donc, ces échanges, ils existent, ils sont dynamiques, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que créer de la résistance aux antibiotiques pour les bactéries, ça a un coût. Et donc, dans un monde idéal, la bactérie elle n'a pas de gain à résister aux antibiotiques, elle le fait pour survivre, mais une bactérie, elle est presque bien plus heureuse, ce qu'on appelle le phénomène de fitness, sans être résistante qu'aux antibiotiques, qu'une bactérie résistante aux antibiotiques. Est-ce que finalement la résistance aux antibiotiques, c'est pas un gain de résistance contre une perte de la pathogénicité, c'est-à-dire une perte du caractère de son pouvoir de créer des infections? C'est plausible. Je terminerai sur ce point sur BMR un jour, BMR toujours, c'est que la problématique de l'hôpital, c'est de se dire comment est-ce qu'on évite des clusters, des secteurs avec des transmissions de germes résistants et donc d'infections nosocomiales, ce qui évidemment est pas du tout la même problématique à l'échelle d'un individu ou de la communauté lorsqu'on va prendre en compte cette résistance aux antibiotiques. Donc c'est à la fois vrai et c'est pas tout à fait vrai, ça dépend de l'environnement. Et encore une fois, les patients hospitalisés sont très souvent exposés, très souvent à risque d'être resoumis à des antibiotiques. Et donc, malheureusement, la plupart du temps, ils restent dans ce prisme d'acquisition de résistance. Dans les bactéries, donc les bactéries résistantes, tu l'as très bien dit, on peut les attraper en ville, on peut les attraper à l'hôpital. Il y a différents types de résistance. Donc avant, on parlait de bactéries résistantes, puis de bactéries multirésistantes, puis maintenant de BHRE hautement résistantes. Rapidement, tu peux éclaircir pour tout le monde? C'est une définition en fait très française, cette définition de ce qu'on appelle le BMR, le BHRE. Donc d'abord, rien que pour illustrer le BHRE que tu as résumé, je crois qu'on peut difficilement faire plus simple, qui est bactérie hautement résistante. On imagine hautement, c'est plus que multi. En fait, il y a un petit E. Avant, on disait BHRE pour bactéries hautement résistantes et épidémiques. Et en fait, maintenant, on s'aperçoit que ce E, il a été effacé puisque malheureusement, c'est plus épidémique. La situation, c'est que ça devient endémique, c'est-à-dire que c'est une situation qui s'installe. Au-delà de faire la différence, sans rentrer dans de la sémantique, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une pyramide, de dire d'un côté, il y a des bactéries sensibles aux antibiotiques, et dans bactéries multirésistantes, c'est qu'on va résister à plusieurs classes d'antibiotiques. On comprend bien cette vision de la pyramide. Plus on monte dans cette pyramide de résistance, moins il y a d'antibiotiques disponibles, plus on est dans une situation de multirésistance. Les Américains, les Anglo-Saxons se cassent pas la tête. Eux, ils parlent de MDRO, c'est-à-dire Multidrug Resistant Organism, et ensuite ils raisonnent, ce qui est l'équivalent de BMR, ils raisonnent selon le mécanisme de la résistance de la bactérie. Et donc, sans rentrer dans un niveau de complexité, c'est qu'on arrive finalement à mieux comprendre et mieux mettre un nom sur sa résistance aux antibiotiques. Évidemment, c'est très compliqué parce que plus il y a de résistance aux antibiotiques, plus on se dit, mais finalement, c'est un peu l'image du dessin animé avec, tu sais, avec Mickey qui met 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, 10 doigts, là, quand il y a la fuite d'eau. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que si on arrive à mieux percevoir ces différents mécanismes de résistance, probablement, on va s'apercevoir que toutes les résistances ne sont pas les mêmes. Un peu ce qu'on illustrait tout à l'heure. On a pris 2 mondes différents, l'hôpital, la ville, des patients différents, des voyageurs, des interactions avec le microbe, des interactions avec l'environnement. Et donc, en toute humilité, on a dit, ça fait pas un siècle. Je pense qu'on est en train de découvrir la résistance aux antibiotiques et que tant qu'on n'aura pas compris tous ces enchevêtrements, eh bien, il sera extrêmement difficile de lutter durablement contre la résistance aux antibiotiques.
Est-ce qu'il existe, des sites anatomiques, qui sont, plus souvent, retrouvés comme étant atteints par des bactéries résistantes? Le site anatomique qui nous met le plus de contraintes, c'est le tube digestif. En fait, heu, ce tube digestif, on sait que c'est là où il y a le plus de bactéries et c'est un réservoir de bactéries saines. Et il y a une complexité qui s'ajoute, qui est celle de ce qu'on appelle la colonisation, c'est-à-dire être porteur d'une bactérie et à l'inverse, l'infection, c'est-à-dire celle de l'exprimer et de faire une infection, c'est-à-dire d'avoir des symptômes liés à cette bactérie. Il y a un grand site qui va être pourvoyeur de cette résistance, on l'a dit, c'est les entérobactéries, donc comme son nom l'indique, entérobactéries, digestifs. C'est cette cible-là aujourd'hui qui nous pose un problème, ou en tout cas d'interaction. Qu'est-ce qui fait que ça va s'allumer et qu'une fois que c'est allumé, qu'on est colonisé, on va passer de la colonisation à l'infection. Et ça, c'est compliqué. Le deuxième site qui va poser un vrai problème en pratique clinique, c'est ce réservoir urinaire, puisque les infections urinaires, elles se font avec ces entérobactéries. Et donc, bien évidemment, la première porte d'entrée clinique qui va nous exposer à ces traitements, c'est l'infection urinaire résistante aux antibiotiques et pour laquelle rapidement on peut se retrouver hospitalisé pour bénéficier d'un traitement intraveineux. Un patient est atteint d'une BMR, ou en tout cas quand il est porteur, à l'hôpital, on met des mesures de protection, contact pour limiter au maximum la diffusion de ces bactéries et on explique à la famille, pourquoi on met des gants, pourquoi on met des blouses. Comment tu envisages la sortie du patient avec ces BMR, comment t'expliques à la famille ce qu'ils doivent faire? Parce que parfois, ils nous disent: «Mais je comprends pas, effectivement, à l'hôpital, là, on va mettre les gants, on va mettre la blouse, mais quand il va partir, Ouais, à la maison, très bonne on met question. plus tout ça. Il va aller à droite, à gauche, il va prendre le bus». C'est une super question. C'est très compliqué parce que les patients sont parfois considérés comme, des pestiférés, sont mis en quarantaine, sont de façon très stringente, isolés avec des mesures parfois drastiques. C'était encore plus vrai avant la pandémie. Maintenant, sans dire qu'on est habitué, on comprend le rôle des précautions à l'hôpital et il existe, hein, par la Société française notamment d'hygiène hospitalière, la SF2H, des brochures extrêmement bien faites pour ces patients porteurs de bactéries multirésistantes qui font le distinguo très clair entre les mesures pour la famille, les gens qui vivent sous le même toit, les mesures pour les soignants et les mesures liées à l'hôpital. Sans vouloir être, réducteur, l'enjeu à l'hôpital de la transmission n'est pas le même. L'enjeu, c'est éviter la dissémination auprès de gens comorbides, auprès de gens qui sont exposés à des antibiotiques. En ville, les modalités de transmission ne se font pas dans le même environnement avec cette même pression de sélection. Et donc, les modalités classiques de précaution sont beaucoup plus allégées en ville qu'à l'hôpital pour toutes ces raisons. On connaît la limite de l'application de mesures contraignantes en ville, sous le toit d'un individu, et on sait que ça ne serait pas reproductible. Et donc très souvent, ces mesures assez simples, elles se réduisent à des gestes d'hygiène et de précaution du quotidien, notamment du lavage des mains, d'éviter le partage de vêtements, d'affaires de toilette qui seraient souillées. Et je terminerai sur ce point. Je ne pense pas que ça soit toujours le cas, mais je sais qu'il y a au moins bien une dizaine, voire quinzaine d'années, certains pays qui étaient très affectés par la résistance aux antibiotiques et notamment, c'était le cas en Israël, par exemple. Heu, Souvent ce qu'ils faisaient, c'est que dans ces pays, quand il y a une très forte prévalence de résistance aux antibiotiques, à l'inverse, on est parfois amené à l'hôpital à isoler les patients qui ne sont pas porteurs de bactéries parce qu'ils sont considérés comme sains. Donc c'est juste pour illustrer que dans ce prisme, en réalité, l'idée, c'est de bloquer la transmission entre les individus et puis ça reste un sujet frontière entre l'hygiène et l'infectiologie. Certains grands experts, y compris parisiens, se posent la question de l'utilité de ces mesures contraignantes et encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour avoir un cercle vertueux, pour qu'il y ait une cohésion entre l'acceptabilité de ces mesures, leur intérêt direct, la consommation et la prévention et ça nécessite d'avoir plus de recul parce que si c'était qu'une histoire de prévention, eh bien, on aurait une vraie différence sur ce critère-là entre les différents pays. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour revenir sur la ville, pourquoi, il y a beaucoup d'infections supposées virales qui sont toujours traitées par, des antibiotiques? Alors, il y a à cela une réponse, en tout cas partielle, qui est l'étude de l'adresse, qui montre en 2022 que 4 médecins généralistes sur 10 prescrivent les antibiotiques sous pression des patients. Alors, je ne veux pas me défausser en disant c'est la faute des patients. Non.
Mais on peut citer une autre chiffre qui est celui d'ailleurs cette année, très contemporain, juillet 2025 de la campagne de la Caisse nationale de maladie. 8 consultations sur 10 en France se soldent d'une prescription de médicaments par un médecin. Donc on voit bien que dans cette rationalité ou irrationalité, les gens veulent une réponse à un symptôme et cette réponse, elle passe souvent par un médicament et donc dans l'infectiologie, le raccourci, c'est le médicament, c'est l'antibiotique. On va pas se mentir, sur les maladies virales, il y en a pas beaucoup et d'une façon générale, le premier symptôme, sans dire qu'il est invalidant, de l'infection, c'est la fièvre qui amène à consulter. Quand les gens ont pris 1 fois, 2 fois, 3 fois du paracétamol et qu'ils ont toujours de la fièvre, ça n'a pas marché, donc il faut passer à autre chose, il faut passer à des antibiotiques. Et dans cette étude de l'adresse que je trouve extrêmement intéressante, ce qu'elle montre, c'est que le tort est partagé. Il y a réponse de pourquoi cette prescription d'antibiotiques n'est pas la même évidemment du côté des médecins et des patients. Pour faire simple, bien des éléments qui va favoriser, le médecin à prescrire ces antibiotiques, c'est de se dire: «Bah, moi en fait, mes rendez-vous, mon agenda, il est booké, c'est compliqué, je ne sais pas si je pourrais revoir le malade. Si je lui mets des antibiotiques, l'avantage c'est que si son infection est grave et que j'avais minimisé qu'elle était grave, bah, j'aurais couvert le risque de ne pas l'avoir traitée». Du côté du patient, bah, moi j'habite, dans un désert médical, j'ai vu le médecin, je sais que je pourrais pas revenir le voir ou je suis en déplacement ou je travaille ou la réévaluation antibiotique puisqu'il faut faire de la réévaluation antibiotique. On l'a pas dit, pour bien prescrire les antibiotiques, il faut réévaluer au 2e et au 3e jour parce que c'est le temps moyen qu'il faut pour récupérer des prélèvements microbiologiques, pour faire simple. Eh bien, si Pour ça tombe à adapter l'antibiotique. absolument, pour réduire le spectre. Eh bien, si ça tombe un samedi ou un dimanche, ben, on imagine volontiers que c'est pas évident de trouver un médecin qui va révéler le spectre antibiotique et donc on peut se dire: «Attends, bah, on va mettre des antibiotiques parce que je sais, je pourrais pas revoir le patient dans 48 heures pour rediscuter si oui ou non il avait besoin d'antibiotiques». Donc du côté du patient, souvent il y a aussi une volonté de dire: «Bah, moi, si je peux gagner un jour, en étant mieux, bah, c'est peut-être un jour d'arrêt de travail en moins, c'est un jour où je serai payé et donc je reprendrai plus vite le travail». Et en fait, on s'aperçoit, et puis on peut en rajouter, il y a plein d'autres motifs. Il y a évidemment des motifs, des mauvais motifs, comme la méconnaissance du risque. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire de dire, bah, moi, les antibiotiques, je sais, quand je les prends, ça marche. Je le sais, j'ai déjà eu ce symptôme, ça fonctionne. Je vais mieux plus vite. Et je sais que quand le médecin, il y a un bras de fer qui s'installe avec lui, il a beau dire, bah, moi, je suis malade pendant 7 jours et si je prends pas l'antibiotique, bah, je ne guéris pas. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'explication, de fond, sans limiter dans l'échelle du temps. On a besoin de la faire comprendre aux médecins, on a besoin de la faire comprendre aux patients, et dans un troisième secteur, au grand public. Et puis, il y a un dernier facteur, il ne faut pas être de mauvaise foi, il ne faut pas dire que c'est une prescription liée au hasard. C'est qu'on est aussi limité pour la documentation de ces infections. Cite-moi une infection bactérienne que tu documentes en ville, à part l'infection urinaire et le test rapide de l'angine, moi, j'en connais pas des infections qu'on documente. Et c'est pour ça, pour faire préconiser d'ailleurs un peu de bon usage, aujourd'hui, il existe depuis juin 2024, des tests disponibles en pharmacie pour faire le diagnostic chez des gens plutôt en bonne santé, moins de 65 ans, qui font des infections classiques, notamment des femmes jeunes qui feraient des cystites, peuvent être testés en pharmacie et si le test est positif, de bénéficier d'un antibiotique remis par un médecin pour pallier à l'ensemble des contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure. Pareil pour le test de l'angine, parce que ce sont deux maladies pour lesquelles on a une certitude bactériologique et donc infectieuse. Et donc, encore une fois, le fait qu'on ait aussi pas toujours cette certitude infectieuse, ou du moins cette certitude bactérienne, fait qu'on va être amené à prescrire à tort. Pour donner un chiffre comme ça, on estime que la répartition des prescriptions antibiotiques, c'est un tiers inadapté, un tiers inapproprié, un tiers approprié. Ça veut dire qu'il y a une vraie marge de manœuvre sur ce spectre de la prescription antibiotique. Je pense qu'en améliorant les diagnostics, y compris de ces maladies virales, on réduira la prescription. Et un dernier exemple lié à ce qu'on appelle l'ordonnance de non-prescription, c'est assez original. Je t'invite d'ailleurs à regarder, Anthony. Ouais. Alors ça a changé de nom, maintenant je crois que ça s'appelle l'ordonnance de prescription des maladies virales. En gros, c'est ça le concept. C'est la CNAM qui fait ça, c'est vachement bien. C'est comme un petit ordonnancier. Et bien en fait, il y a des petites cases qu'on va cocher et on va cocher selon les entités cliniques. Les patients qui ont une angine virale, le patient qui a une grippe, le patient qui a un Covid, le patient qui a une rhinopharyngite. On va expliquer aux patients quelles sont les règles à appliquer, pourquoi on ne met pas d'antibiotiques, quand est-ce qu'il faut reconsulter et pourquoi il faut reconsulter. Et ça, je pense que c'est sous-estimé. On a du mal à évaluer justement cet impact, il est en tout cas de mon point de vue sous-estimé, l'impact que peut avoir auprès des patients le fait d'avoir finalement cette consultation au cas par cas et qui se solde dans l'effet d'une prescription, mais qui est une non-prescription d'antibiotiques. Ouais, c'est astucieux, c'est pas mal. Absolument. Tu vois, moi, en néphrologie, on est confronté à des patients qui ont beaucoup de comorbidités, qui font beaucoup d'infections, qui font partie des patients les plus lourds à gérer.
Donc souvent, on a quand même une bonne formation. Moi, personnellement, j'ai fait 1 an d'infectieux pendant, mon internat, mais je trouve, tu me diras ce que tu en penses, qu'on n'est pas assez formé pendant nos études de médecine sur l'infectiologie et sur les antibiotiques. Ouais, alors c'est une question à la fois très humble, et une affirmation de ta part. Ce qui est certain, c'est que si on regarde cette échelle du temps qu'on a dit, si finalement, cette prise de conscience, elle a commencé en 2001, on imagine que la formation, elle doit s'adapter aussi à l'évolution de cette résistance et je crois qu'on l'a clairement illustré. En 2001, quand commencent ces plans, la problématique, c'est la résistance du staphylocoque. Aujourd'hui, c'est la problématique très forte de résistance aux entérobactériens. Donc, on a fait ce travail, avec une interne de pharmacie, qui est un travail, assez original où elle a voulu, justement confronter des jeunes prescripteurs, des jeunes internes sur ces 2 volets, pour faire simple, qui sont le BUA, le bon usage des antibiotiques et la PCI, la prévention et le contrôle des infections. Elle a interrogé 150 jeunes internes, de médecine, médecins, chirurgiens, indépendamment de leur année. Ce qui était intéressant, c'est qu'on se rend compte que, ils étaient pas tous égaux par les situations cliniques. C'est-à-dire, pour faire simple, au sein du bon usage des antibiotiques, bien, il y en avait qui avaient tout à fait l'habitude de gérer des situations comme la désescalade, c'est-à-dire réduire un spectre antibiotique. Et à l'inverse, ceux qui avaient l'habitude de faire ça n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qui avaient l'habitude de raccourcir une durée de traitement ou de passer d'un traitement par voie intraveineuse à un traitement par voie orale, ce qui est aussi un élément qui limite la résistance aux antibiotiques et limite les infections nosocomiales. Et à travers ce travail, ce qu'on a voulu un peu démontrer, c'est qu'il y a un vrai travail très fort qui est de continuer et d'améliorer cette formation pour permettre à la fois de l'actualiser, de mieux lutter contre la résistance aux antibiotiques. Et donc, je pense que c'est une porte qui s'inscrit pour une discipline qui est relativement jeune. La discipline du DES, du diplôme d'études supérieures d'infectiologie, c'est une discipline qui a moins de 15 ans. Et donc, là encore, on a un travail à faire avec les nouvelles générations pour permettre de faire ce compagnonnage. Pour revenir sur, la durée des traitements que tu évoquais tout à l'heure, tu disais si on fait pas assez, eh ben, en fait, enfin, j'essaye d'illustrer. Oui, bien sûr. Si on fait pas assez, on va pas, entre guillemets, «tuer toutes les bactéries» et si on fait trop, on va toutes les tuer, mais on va aussi faire des dégâts collatéraux sur des bactéries, qui sont protectrices. Donc ni trop, ni pas assez, parce que sinon on fait mal. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, ça m'amusait parce que quand j'écoutais ta question, même si la tendance c'est de dire: «On se trompera jamais quand on fait moins», c'est exactement ce que tu as dit, c'est ni trop ni pas assez. C'est un peu comme la bonne recette de cuisine, pas trop de sel, pas trop de poivre, c'est ce qu'on appelle la bonne dose. Et on l'a peut-être pas clairement expliqué et c'est que la mesure de cette consommation antibiotique, elle se fait sur des abacs qui sont vieux, qui sont sur des personnes et des poids de 70 kilos, sur des doses qui sont des doses d'antibiotiques qu'on donnait avant les années 2000. Et donc forcément, comme toutes ces recommandations et la population grossit, la population vieillit, les doses d'antibiotiques changent, eh bien, on compte probablement pas avec le bon outil, le bon calculateur. L'idée, c'est d'essayer et de trouver la dose de traitement presque adaptée. On pourrait imaginer, y compris par l'IA, dans les années à venir, entre toi et moi, peut-être que toi, il te faut 3 jours et peut-être que moi, il m'en faut 4 dans un traitement court. Avec tout un tas de systèmes, les capteurs, on voit bien les montres connectées, tous ces outils-là qui se développent de plus en plus. On arrivera peut-être à un moment donné à des prescriptions d'antibiotiques sur mesure, même des infections peut-être par l'IA, enfin c'est même pas peut-être, on sait que l'IA est capable de faire ça, notamment dans des sepsis, dans des infections graves, l'IA avec des capteurs infrarouges, tout ça dans des conditions évidemment très optimisées, peut prédire avant l'homme, plusieurs heures avant que le malade va s'aggraver dans le cas d'une infection bactérienne sévère. Finalement, on doit rattraper un train lancé à 200 km/h qui est celui de la résistance aux antibiotiques, pour lequel, encore une fois, on va fêter les 100 ans. Et donc peut-être qu'une des solutions, ça sera non pas de faire marche arrière parce qu'on ne sait pas, mais d'accélérer le train qui est celui de la recherche, celui de la médecine fondée par l'épreuve, pour rattraper ce train lancé de la résistance aux antibiotiques. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de voies dans cette bon usage, dans cette prévention, et l'exemple que tu as cité en fait partie. Parmi les comportements des médecins qui favorisent l'antibiorésistance, que penses-tu des antibiotiques qu'on dit en prophylaxie, qu'on met en prévention dans notamment, les cas d'opération, c'est-à-dire qu'on met des antibiotiques avant les chirurgies? Alors d'abord, je pense il faut distinguer deux choses pour pas qu'on passe un mauvais message. La première, c'est l'antibroprophylaxie préopératoire pour pour des gestes opératoires, mise en place d'une prothèse, ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on essaye évidemment, c'est de resserrer les mailles du filet d'une façon générale de ces antibiotiques
Pendant des années, on a donné en prévention, notamment des biopsies de la prostate, des antibiotiques sélectionnants comme les fluoroquinolones. Aujourd'hui, on revient dessus, on a baissé en gamme et même maintenant, certains experts et les recommandations de haute autorité, c'est que, leur utilisation est tout à fait discutable et donc on essaye de limiter ces antibiotiques, préopératoires, notamment lorsque ce sont des antibiotiques à large spectre, pour éviter, ce cumul des antibiotiques. Ça reste un champ de compétences, mais c'est un champ de compétences qu'on ne peut pas, entre guillemets, «extrapoler». C'est-à-dire qu'il y a des indications qui tombent et à l'inverse, il y a des indications qui restent. J'essaye d'être, juste. Là, je parlais des médecins, maintenant je vais revenir sur le grand public pour équilibrer le rôle un peu de tout le Avec monde. plaisir. Y a-t-il un effet placebo à prendre un antibiotique, même si on a de fortes, suspicions qu'on est face à une infection virale, notamment tout ce qui est de la sphère ORL pendant l'hiver? Alors, ce qui est sûr, il y a un champ d'amélioration majeur de la baisse des antibiotiques dans la période hivernale. On l'a pas dit, mais la consommation d'antibiotiques, en fait, elle est saisonnière. Elle augmente de façon très forte à la période de l'hiver. Pourquoi? Une des mauvaises réponses, c'est celle des données de la l'ANSM en 2015. 2 tiers de la consommation d'antibiotiques se fait pour les infections de la sphère ORL et des infections respiratoires. Et donc l'idée de se dire qu'on va prendre des antibiotiques en amont d'une infection virale au cas où, en fait, le problème, c'est celle d'une temporalité. Si on prend des antibiotiques pendant l'infection virale, alors qu'on n'a pas une infection bactérienne active, en réalité, on aura pris les antibiotiques, on parlait de durée de traitement court. Maintenant, pour ce type d'infection, on fait parfois 3 au maximum 5 jours, dans la temporalité qui ne va pas correspondre à l'infection bactérienne. A contrario, individuellement, la personne qui fait ça s'expose à créer un modèle expérimental de résistance aux antibiotiques et si par mégarde cette infection venait à se surinfecter, ce qui est possible, le risque, c'est qu'individuellement, cette personne ait acquis une résistance à l'antibiotique qu'il a pris. Donc ça, c'est cause et conséquence. Prendre l'antibiotique dans la mauvaise temporalité en prévision, de façon empirique, en prévention, ça n'apportera rien et ça sera extrêmement délétère pour l'individu et pour la communauté. Toujours pour les non-médecins, les non-soignants, régulièrement, on associe la couleur des sécrétions, Ouais, nasales ou absolument. des expectorations Ouais. à une infection bactérienne. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que, c'est plutôt un signe en faveur, mais c'est pas certain? Oui, ça c'est un peu à la fois tout ce que tu as dit et je vais même aller plus loin. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une bonne valeur prédictive négative. C'est-à-dire que si, à l'inverse, on n'a pas tous ces signes-là, qu'on a juste des sécrétions claires, c'est plutôt en faveur de dire: «C'est a priori une infection pas sévère et ou pas une infection d'ailleurs, on a le droit de faire une rhinite allergique et de se moucher». Historiquement, on disait: «Bah, plus c'est sale, plus c'est sévère, plus il faut mettre d'antibiotiques». Tout ça, c'est à balayer d'un revers de main. La couleur des sécrétions n'a pas de rapport avec le germe, le micro-organisme qui est impliqué. C'est la réponse des polynucléaires altérés, c'est-à-dire de l'organisme, du système immunitaire et donc heu, c'est pas du tout un élément en faveur de la prescription d'antibiotiques. Ça reste dans les vieux manuscrits, j'allais dire, mais ça, c'est évidemment un élément qui va faire que les gens vont prendre des antibiotiques à tort. Alors aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les corticoïdes sont probablement un très, très bon compagnon des antibiotiques. Ça montre encore une fois en toute humilité qu'en infectiologie, on progresse, qu'on comprend un peu les interactions et que ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est que inflammation n'est pas égale à infection et que tous les éléments, que ça soit la fièvre, la couleur du crachat, la couleur éventuellement même la mauvaise odeur du pipi, je ne sais quoi, tous ces éléments-là ne sont pas toujours le signe d'une infection et qu'il faut tout de même faire appel à un professionnel de santé, même en 2025. Peut-être un jour que l'IA nous dépassera, j'en suis pas complètement convaincu, pour faire la part des choses de ce qui est infectieux et de ce qui, au sein de l'infectieux, est bactérien et peut justifier d'un antibiotique. Super. Il me reste encore quelques questions pour Avec rassurer un plaisir, peu les gens avec plaisir. pour les voyages. Bon, tu l'as dit, on peut rencontrer des bactéries résistantes dans la Inquiétez, moi aussi je voyage, rassurez-vous. on peut rencontrer des bactéries résistantes, dans la vie quotidienne, un peu plus de risques si on voyage dans des pays avec des conditions d'hygiène un peu plus, faibles qu'en Europe. Quels sont les conseils pour limiter, le risque d'en ramener à la maison? À la maison. D'abord, je crois que très clairement, au-delà du fait de rappeler que ce sont des études et que ces études, elles ont pour but de voir l'infiniment petit et de leur répondre à une question qui est infiniment grande, qui est celle de la résistance aux antibiotiques. Le fait de voyager, étant bien même individuellement, de rapporter cette résistance aux antibiotiques, individuellement, n'a pas d'impact. Donc très clairement, d'abord, on sait que ça disparaît.
On sait que ça disparaît avec le temps chez ces gens-là qui voyagent, qui sont des gens plutôt en bonne santé et qui ne sont pas exposés à la résistance aux antibiotiques de façon générale. 2, probablement que la meilleure précaution, comme on l'a dit, et sans dire que c'est paradoxal, moins on prend d'antibiotiques, moins on augmente le risque d'en avoir besoin. Juste prendre cette illustration, il y a des études assez extraordinaires de design, d'ailleurs je crois que c'était des Italiens qui avaient fait ça, qui avaient regardé, je ne sais pas si toi ça va te parler en tant que néphrologue, mais des femmes jeunes qui voyageaient pas pour le coup, qui étaient en Europe et qui faisaient des infections urinaires à répétition. Et ils ont regardé un peu, puis ça fait le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure sur l'automédication, ce qu'on appelle la prophylaxie. Les gens qui, par souci de bien faire, avaient le droit à des antibiotiques à chaque fois qu'ils faisaient un test urinaire, qu'ils aient ou pas des symptômes, c'est-à-dire qu'ils s'étaient colonisés, notamment chez des femmes jeunes. Et en fait, on s'est aperçu que dans le groupe des femmes jeunes qui avaient pris des antibiotiques systématiquement pour bien faire, eh bien, le risque de faire une vraie infection était plus fort que ceux qui n'en prenaient pas. Eh bien, c'est un peu la même chose que chez le voyageur. C'est-à-dire que la nature est bien faite. Moins on va s'exposer à ces antibiotiques. Après, il y a les conditions du voyage, on l'a expliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous voyager dans des hôtels 5 étoiles, c'est pas du tout ça le propos. Évidemment, éviter de consommer de l'eau pas potable, boire de l'eau en bouteille, tout ça, tout ça. Éviter d'aller toucher des animaux, d'aller dans des contrées non explorées. Parce que ça, au-delà du risque de résistance antibiotique, c'est le risque d'amener des maladies émergentes. En fait, si on respecte ces conditions, on n'a pas de diarrhée pendant le voyage, on n'est pas amené à prendre des antibiotiques pour cette même diarrhée, et qu'on n'est pas au contact de gens avec des maladies qui peuvent transmettre des germes infectieux, ce qui est rarement le cas quand on voyage, on va rarement faire la visite d'un hôpital, 9 fois sur 10, on va être exempt de cette résistance aux antibiotiques très rapidement. Donc je crois que le bon sens prime, pour pas déformer les propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois, je trouve que cet exemple, il est très intéressant. Moins on prend d'antibiotiques, et ça, c'est pas forcément évident pour les gens, moins on a de chances de faire une infection secondaire. Et c'est vrai qu'à l'inverse, on pourrait avoir ce mécanisme de se dire: «Oh, je vais partir dans un endroit, il y a pas mal de bactéries, il y a pas mal de virus, il y a pas mal de microbes, peut-être que je vais prendre une boîte d'antibiotiques au cas où». Et bien ça, typiquement, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire si on veut revenir indemne de résistance aux antibiotiques. Dans les années 2000, donc tu citais, c'était le plan en 2001. Il y a eu un slogan en France, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça a permis de diminuer, d'après les chiffres que j'ai trouvés, de 25% la consommation d'antibiotiques. Penses-tu qu'aujourd'hui, une campagne de publicité du même acabit aurait des effets aussi importants? Alors, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est une vraie question. D'abord parce que ces slogans, il y en a une autre depuis. Hem, c'est: «Mieux les utiliser les rendra plus forts». En fait, il y a des phrases qui font mouche. Cette phrase-là, c'est assez étonnant, on demande à un étudiant même en 5e au collège, il la connaît. Cette phrase-là, elle a marqué probablement parce que c'était la première et qu'elle parlait vraiment aux Français. Et tu as cité ce chiffre jusqu'à 25 de baisse, c'est extraordinaire. Je vais prendre un autre exemple à rebours, et là pour le coup mon histoire de Covid va être complètement justifiée. C'est que la seule, période, ces 10 dernières années, où on a su faire baisser la consommation des antibiotiques aux chiffres fixés par l'Europe et par la France, c'est pendant le Covid, pendant le confinement. Je veux pas être provocateur, mais ça voudrait dire que pour revenir à une baisse aussi forte, il faudrait une pandémie. Et donc, il y a certains experts qui s'interrogent sur le fait que cette phrase qui a beaucoup marqué les esprits, il n'est pas exclu qu'on soit ramené à la réutiliser. Je ne sais pas si on aura le même effet, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ces nouvelles campagnes n'ont pas l'effet escompté. Je ne suis pas sûr que tout se jouera sur un slogan et sur le grand public, mais ce dont je suis intimement convaincu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai avec grand plaisir accepté, au-delà de ton professionnalisme, de faire cette interview avec toi pour le grand public, c'est que ça ne peut pas se concentrer les efforts uniquement sur les médecins, uniquement sur les patients, mais on a un vrai besoin de faire en sorte que la collectivité s'engage. Pour le futur, je t'abordais l'IA. Il y a des innovations qu'on espère arriver dans le monde du traitement contre les bactéries. Il y a ce qu'on appelle la phagothérapie, les virus qui mangent les bactéries. Mais on parle du futur, tu disais la DeLorean, peut-être que c'est une forme de DeLorean, de revenir dans le passé, parce que la phagothérapie, ça a existé avant même l'invention des antibiotiques. Pourquoi elle a été abandonnée? Pourquoi elle revient? Alors, bah, c'est une très, très bonne remarque. Oui, bah, c'est super, c'est une super illustration de ma DeLorean. Si je dis pas de bêtises, je crois les phages schématiquement, bah, c'est genre les Géorgiens qui utilisent beaucoup ça, notamment dans les années 50. Finalement, les phages, ce sont des virus qui viennent infecter les bactéries. Et on imagine volontiers, ça fait un excellent tremplin avec ce qu'on était en train de dire. On a dit: «On peut tomber malade». C'est pas forcément des bactéries, on peut nous-mêmes en tant qu'être humain attraper un virus, ça nous rend sacrément malade.
Bah, finalement, si c'était pas ça la solution, d'infecter les bactéries pour eux les rendre malades et peut-être moins nous enquiquiner. Sur le papier, c'est probablement une super idée et moi je défends toutes les solutions qui sont alternatives aux antibiotiques. Le problème, c'est que, sans être caricatural, ça fait tellement longtemps que ça existe comme tu l'as rappelé, si ça fonctionnait, on le saurait. Au-delà de ce type de punchline, en fait, il y a beaucoup de contraintes liées aux phages. La première, c'est que, par exemple, notamment pour traiter les infections à staphylocoque doré, on sait qu'il faut plus d'une centaine de soupes de différents virus bactériophages pour traiter un type spécifique de staphylocoque. Et donc, il y a une telle quantité à cibler que c'est extrêmement difficile et donc ça nécessite d'avoir des cocktails de phages avec des gens expérimentés qui les préparent. Et donc, un phage n'est pas égal à un autre phage. Le deuxième élément qui va contre les phages comme étant une solution, c'est que les phages ne peuvent pas exister ou du moins fonctionner en tant que réponse clinique, c'est-à-dire avoir un succès thérapeutique sans utiliser de façon concomitante un traitement antibiotique. Ouais. Et donc, on se retrouve dans une combinaison, je ne veux pas dire qui est antinomique, mais qui nous éloigne un peu de ce côté alternatif aux antibiotiques. Néanmoins, aujourd'hui, bien, on s'active. Il y a des groupes, des consortiums, y compris un consortium européen qui est spécialisé dans ces alternatives aux antibiotiques. Et pour pouvoir évaluer si oui ou non les phages peuvent s'avérer intéressants dans cette piste. Et donc, ça reste une question, pour le moment, sans dire sans réponse, mais pour lequel, aujourd'hui, le niveau de preuve ne tend pas à préconiser les phages comme une solution à la résistance antibiotique. Dans les 10 dernières années, on a eu quand même quelques nouveaux antibiotiques efficaces contre des bactéries résistantes, mais on a cette impression qu'il y a une stagnation dans la recherche. Tu as une idée, enfin, pourquoi ça patine? Alors, sans me tromper, la dernière innovation, entre guillemets, c'est 2001. C'est vrai. C'est le linezolide, le Zivoxide de son petit nom. Deuxième point, c'est que, bah, tu l'auras compris, c'est que cette recherche-développement, mais il prend un certain temps. Et cette recherche-développement qui prend un temps, et d'autant plus, on l'a dit tout à l'heure, sans stigmatiser, cette résistance aux antibiotiques, elle touche principalement des pays avec un gradient lié à la richesse des pays. Et donc les pays qui en ont le plus besoin, paradoxalement, sont les pays qui n'ont pas le plus de moyens pour conduire ces études, et qui sont en plus de ça, de surcroît, des pays qui font du génériquage de traitement. Et donc on est quelque part dans une course un peu déloyale, qui est l'innovation, on va pas se mentir, le coût qu'on tirerait profit des industriels sur une population cible et un volume, aujourd'hui, heu, à sans dire heureusement, mais c'est pas des infections résistantes aux antibiotiques qu'on meurt le plus. En France, on estime 5 500 décès par an. Prends la grippe, en moyenne, c'est 9 000 décès par an, donc voilà. Hem et donc le gain à appuyer très fortement cette recherche, le compte n'y est pas. Et donc dans ces nouveaux antibiotiques que tu as cités, eh bien, en fait, on n'est pas tellement sur de l'innovation. On est sur des ajustements de molécules, des ajouts d'inhibiteurs, un peu comme lorsqu'on a découvert l'augmentin qui permettait de faire un super amoxicilline. Et ça pose un vrai problème auquel j'ai pas la réponse, je ne sais pas si beaucoup ont la réponse d'ailleurs, qui est comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces nouveaux antibiotiques? Parce que finalement, heu, on a parlé tout à l'heure de pyramide de résistance aux antibiotiques, quelque part on emboîte des Legos. On emboîte des antibiotiques les uns les autres, on répond à une question, il y a une bactérie, une résistance, on emboîte un nouvel antibiotique. Est-ce qu'emboîter ces nouveaux antibiotiques par anticipation en disant on va prendre une enclume plutôt que d'un marteau pour enfoncer un clou? Je ne suis pas persuadé que ça soit la bonne solution. Et donc, encore une fois, je pense qu'il faut regarder ailleurs et presque même au-delà de ces techniques d'antibiotiques. Il faut probablement un coup d'accélérateur sur les vaccins pour viser des bactéries, enfin ces bactéries particulièrement résistantes aux antibiotiques et luttant contre les résistances. Le frein majeur, pour faire simple, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, on a dit l'homme est une bactérie en puissance. Donc comment faire pour cibler des pathogènes sans cibler nos bactéries à nous? Et ça, c'est évidemment une limite. Mais je pense de façon très optimiste que les progrès qu'on a fait ces dernières années grâce à la pandémie vont permettre que dans les 20 ans qui viennent, on va trouver plusieurs interrupteurs sur les fonctionnements, sur ces triggers, sur ces éléments déclencheurs de la résistance antibiotique, et qu'à partir du moment où on aura réussi à faire stagner déjà la résistance antibiotique, je pense que c'est peut-être ça le premier défi qu'on doit se poser. C'est pas de baisser la résistance antibiotique, c'est de réussir à la faire reculer en la faisant stagner. On arrivera ensuite à l'infléchir. Donc un rôle majeur de la vaccination dans les stratégies à venir contre l'antibiorésistance.
Oui et d'ores et déjà, la vaccination, sans dire qu'elle a un rôle majeur, elle a un rôle certain. La vaccination, par exemple, contre le pneumocoque, contre les infections respiratoires, réduit de façon significative la consommation d'antibiotiques, et j'en veux pour preuve, l'OMS a, publié le 10 octobre 2024, cet édito très sérieux sur le fait qu'une utilisation, plus appropriée et plus large des antibiotiques permettrait de réduire de 2,5 milliards de doses annuelles la consommation d'antibiotiques et donc on a un vrai domaine pour réduire cette consommation et réduire la résistance antibiotique, même si on l'a expliqué, c'est pas que le seul domaine, mais ça y contribue fortement. Écoute, on va terminer sur ça. Je te remercie, Benjamin, pour ton expertise, pour toutes ces réponses très bien expliquées et très développées à toutes mes questions. J'espère que on aura à l'avenir, comme tu dis, plein de nouvelles solutions, que ce soit par les vaccins ou par d'autres thérapeutique, et j'espère que un peu tout le monde dans son coin, les médecins, les non-médecins, le grand public, les autorités feront en sorte que ce problème au moins stagne, mais régresse avec les futures politiques de santé. Je te remercie, Benjamin. Eh ben, avec grand plaisir et puis je t'invite à prendre la DeLorean. Je sais pas si on rediscutera de ça en 2030 ou en Tu 2050, t'as, mais c'est t'as, noté. t'as l'adresse où je peux la trouver? J'ai un bon réalisateur. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Benjamin. Très bonne journée à tous, merci. Au revoir.